travaillant dans ce milieu aujourd'hui, je me rends compte que les gens qui peuvent se permettre nos services et qui ont des moyens illimités, ce qu'ils recherchent avant tout, c'est le temps. Okay. Et c'est vrai que le temps, c'est le luxe ultime, en fait. Miroir en face, le reflet de nos vérités, le podcast. Saison 3, des nouveaux miroirs qui s'ouvrent. Bonjour et bienvenue dans Miroir en face, le reflet de nos vérités, le podcast. Il y a des vies qui font rêver, il y a d'autres qu'on critique sans vraiment les comprendre. Diriger une entreprise de jet privé, c'est incarner le fantasme du luxe. Aujourd'hui, je reçois Jean-Baptiste, directeur chez Jetfly et influenceur dans un monde qui fascine autant qu'il dérange. Ensemble, on va parler de luxe, mais surtout de ce qu'il veut dire de nous et de notre époque, et de ce que ça veut dire d'être admiré, critiqué, remis en question, quand on incarne un monde que beaucoup aimeraient voir disparaître. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Et on est ravis de parler aujourd'hui d'un sujet un peu hors commun. On parle de luxe et de l'aviation privée. Donc toi, avant d'être dans l'aviation privée, tu étais dans d'autres business. Qu'est-ce qui t'a poussé à changer de voie? Et pas seulement professionnellement, mais profondément dans ta vie, tu avais besoin d'un changement? Pas spécialement. Pour être franc, c'était plutôt un concours de circonstances. Voilà. Okay. Pour être tout à fait franc, c'était quand même plutôt lié à l'énergie et à la situation économique. Okay. Parce que c'est vrai que dans le secteur dans lequel j'étais, on souffrait beaucoup au niveau économique. Et puis surtout, c'est vrai que si jamais j'avais envie de continuer sur cette voie-là, c'était un secteur qui me plaisait beaucoup, c'était la production vidéo, ce que vous faites aujourd'hui. Si je voulais vraiment continuer dans cette voie-là, c'était travailler quand même 3 fois plus pour gagner 2 fois moins. Donc c'était un peu mathématique. Maintenant, c'était pas catastrophique non plus, mais c'est vrai qu'il fallait beaucoup d'énergie. Et arrivé à 45 ans, je me suis peut-être posé d'autres questions, étant jeune papa. Et je me suis dit peut-être qu'il était temps de rester à l'écoute un peu du marché, de voir un peu ce qu'il y avait à faire. Et en fait, ça s'est fait de manière assez organique, ce changement de direction. Est-ce que tu te souviens justement du moment précis où tu as compris que tu ne voulais plus développer, mais faire vivre autrement? Oui, c'était vraiment quelques mois après la naissance de ma fille. Ok. Voilà. C'était vraiment... je voyageais énormément. Et donc là aussi, ça a mis certains points sur les i, c'est-à-dire que vraiment j'avais besoin d'un peu plus de stabilité. Les voyages, ça ne me permettait pas du tout de profiter de ma fille. Et, ça a été un peu le déclic aussi. Et justement maintenant, actuellement, diriger une structure dans l'aviation privée, c'est évidemment porter aussi une responsabilité forte. Et souvent un peu invisible parce qu'on dit directeur, ok, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui est venu justement réveiller en toi ce métier avec autant de responsabilités? Comme je le disais auparavant, le hasard le plus complet. J'étais à un dîner et je parlais justement avec une personne qui était mon voisin de table, que je ne connaissais pas, que j'étais prêt un peu à peut-être voir d'autres horizons. Et il s'avérait que c'était un chasseur de tête. Okay. Et cette personne, je ne l'ai pas vue pendant 2 ans. Il m'a rappelé 2 ans plus tard. En me disant, est-ce que tu es toujours prêt à passer de l'autre côté, parce que j'ai peut-être une proposition pour toi, j'avais bien aimé notre échange et ton profil, et j'ai peut-être quelque chose à te proposer. Je lui ai dit que j'étais toujours ouvert, et ça s'est un peu passé comme ça. Après, maintenant, au niveau des responsabilités, effectivement, mais ça, je pense que c'est lié à tous les métiers. On ne se rend pas compte que quand on performe, ou si on doit être performant, c'est beaucoup de travail. Oui. Et effectivement, toujours le travail est invisible. Ça vaut pour des sportifs de haut niveau. Oui. J'ai l'impression que c'est facile. Il y a facile. beaucoup de compromis, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'efforts. Oui, alors on peut tous avoir un don en quelque chose, mais si on ne le travaille pas, je pense que très très vite on peut rester au même niveau. Est-ce que tu as dû laisser quelque chose derrière toi pour obtenir ce nouveau rôle? Ouais, j'adorais ce que je faisais, donc j'ai quand même laissé ça en toute franchise, mais j'ai découvert un milieu qui me passionne beaucoup, que je ne connaissais pas du tout. En fait, ce qui recherchait, c'est quelqu'un qui comprenait cette notion de service. Je travaillais beaucoup dans le luxe, donc ça faisait sens pour eux d'avoir quelqu'un qui n'était pas spécialement du milieu. Mais c'est vrai que j'ai laissé un peu ce que j'aimais faire, c'est-à-dire des rencontres comme aujourd'hui. C'était beaucoup de rencontres, beaucoup d'interviews, et ça j'aimais beaucoup, la rencontre des gens. C'était la base de ce que je voulais créer. Est-ce que tu penses qu'avant ou maintenant tu te sentais plus en sécurité, ou c'est plus ou moins Je me sens beaucoup plus en sécurité aujourd'hui. Oui. Être entrepreneur en Belgique sans vouloir faire des clichés, ça demande énormément de travail, de rigueur et surtout
de sang-froid, parce que les journées peuvent parfois être compliquées, les mois, il y a des hauts, des bas. Quand ça va bien, c'est super. Quand ça va mal, parfois on est un peu tout seul. Donc voilà. Et si on parle de luxe, justement, ce luxe qui fait rêver, mais qui dérange aussi, et pas mal. Comment tu ressens le regard justement des autres sur ton métier, sur ton univers, sur ton quotidien? Assez bienveillant, pour dire la vérité. J'ai pas vraiment... Si je parle de mon entourage, et des gens que je connais, en tout cas très bienveillant. C'est un milieu comme ça qui attise la curiosité chez les gens. L'aviation, ça a l'air incroyable, ça l'est. Maintenant, par contre, effectivement, si on doit parler pur luxe, c'est vrai qu'il y a comme ça parfois toujours un peu de... Je sais pas, on vit un peu dans un environnement où c'est toujours plus facile de critiquer que de faire les choses. Je dis toujours qu'il n'arrive jamais rien à ceux qui ne font jamais rien. Mais c'est vrai qu'au niveau anglo-saxon, on est beaucoup plus ouvert à ce genre de choses. David Beckham a pu faire succès avec des slips, et s'il fait de l'argent avec ça, on trouve ça cool. Ici, on sera peut-être toujours un peu jugé, et le luxe, je pense, souffre encore peut-être un peu plus de ça. Exactement. Et tu penses que c'est plus facile de critiquer quand on ne connaît pas ou quand on connaît? Je sais pas, après c'est une question d'éducation aussi. Le luxe, ça veut tout dire et rien dire. Comment est-ce qu'on voit le luxe? Peut-être qu'on abordera ce genre de questions après, je sais pas. Mais est-ce que justement, tu as déjà senti une forme de jugement ou de rejet parce que tu incarnes justement un monde qui est perçu un peu comme privilégié? Oui, mais je pense que ça va dans les deux sens en fait. Je pense de nouveau que c'est une question d'éducation. Moi, mes parents m'ont toujours appris à respecter tout le monde, que les gens viennent de classe sociale élevée ou non, qu'il y avait des gens bien partout, qu'il y avait des gens mal intentionnés partout aussi, en bas, en haut. Et de nouveau, c'est une question d'éducation, donc c'est la perception qu'on a de nos choses. Je pense qu'on peut très bien critiquer des gens qui n'ont peut-être pas les moyens, et ceux qui n'en ont pas vont critiquer ceux qui en ont, en se disant que c'est peut-être pas spécialement nécessaire, qu'il y a beaucoup de gens qui sont laissés pour compte. Après, il y a des secteurs qui font travailler aussi des gens, donc ça dépend aussi un peu de comment est-ce qu'on voit les choses. Je pense qu'à la base, ce qui est à l'origine de tous ces projets dans le luxe, c'est les gens essaient de faire quelque chose pour être aimés, pour proposer quelque chose de joli ou un service impeccable, et ça démarre d'un bon sentiment, et donc moi c'est comme ça que je le vois. Après, c'est sûr que, tout est critiquable, en fait. C'est ça. Et moi, je dis, je te pose une question particulière, spéciale pour moi, parce que je pense souvent qu'il y a toujours un miroir derrière tout. Et donc, dans la critique, souvent, il y a de la jalousie. Et donc, les gens qui vont critiquer, peu importe le luxe ou autre chose, c'est aussi à une part de eux qui peut-être voudraient avoir ça ou que voudraient avoir cette vie-là. Donc il y a toujours quelque chose de plus profond que juste critiquer pour être méchant. Enfin, il y a de la méchanceté gratuite, on est d'accord aussi, mais il y a quelque chose de plus profond que ça. Je suis assez d'accord avec ça. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Si on devait employer un autre mot, on appellerait ça de la jalousie. Mais par contre, ce que tu dis toi, c'est que ça nous ramène à nous, en fait. Des tourments qu'on a, nous. C'est se poser la question pour soi-même. Qu'est-ce qui me dérange peut-être? C'est pas vraiment de la jalousie, parce que souvent les gens ils font une fixation sur le mot jaloux et la jalousie, mais c'est pas méchant à chaque fois. C'est pas mal placé. Je pense que c'est quelque chose effectivement. Si quelqu'un est ramené à sa propre réalité et constate qu'elle peut pas se permettre ce genre de choses, ça l'agace. Oui, c'est ça. Mais parfois le fait d'être agacé, ça nous pousse à faire un peu plus et se dire. Ça peut être un moteur. Voilà, exactement. Ça peut être un moteur, un déclic de se dire, ok, peut-être j'ai envie de faire autre chose, peut-être il y a un changement dans ma vie où je retrouve un peu plus de plaisir. Mais moi, je pense que tout est critiquable et qu'on peut tout critiquer. On peut même être mauvaise langue. Mais je pense que ce qui est dommageable, c'est quand on le fait ressentir à la personne. Ou à un groupe. Comme je le dis, ceux qui s'expriment, eux, essayent de faire de leur mieux. Et je pense pas que c'est toujours un peu nécessaire de faire ressentir aux autres ce qu'on pense. Tout à fait. Donc pour toi, le luxe, qu'est-ce que c'est exactement? Sincèrement, un objet, une expérience, une liberté, une responsabilité? Comment tu le définis, toi? Moi, je suis un esthète, j'aime bien les jolies choses. Donc le luxe, pour moi, c'est plusieurs choses. C'est le savoir-faire.
Ok. Mais avant tout, le luxe, et ça je l'ai compris, je crois qu'on le sait tous, et ça n'épargne aucune classe sociale non plus. Ok. Travaillant dans ce milieu aujourd'hui, je me rends compte que les gens qui peuvent se permettre nos services et qui ont des moyens illimités, ce qu'ils recherchent avant tout, c'est le temps. Ok. Et c'est vrai que le temps, c'est le luxe ultime, en fait. On peut avoir des enfants, un job, courir pour les emmener à l'école, retourner au boulot, y avoir les mêmes problèmes qu'une personne qui a 2000 personnes à gérer derrière elle. Comme je le disais, c'est souvent le travail, on s'imagine pas, je me l'imaginais pas non plus, je dois être honnête, que toutes les personnes qui sont clients chez nous, en fait, sont souvent des personnes qui ont des positions dirigeantes dans des entreprises ou qui sont elles-mêmes les dirigeantes de l'entreprise. Ils prennent 2 semaines de vacances par an. Moi, je reçois des mails le samedi à 2h du matin. Ces gens travaillent constamment. Ce sont des passionnés. Parfois, c'est peut-être un peu... Tout à fait. Peut-être qu'ils ont tort de passer à côté de ça, mais c'est devenu une manière d'être, en fait. Et quand on leur pose la question, pendant les 2 semaines de congé qu'ils ont, ils ne veulent pas passer 2 jours dans les transports et perdre 2 jours de vacances. Ils veulent pouvoir se présenter 15 minutes avant le décollage, arriver au plus près de leur destination et profiter pleinement de leurs 10 jours de congé. Et ils n'ont que 10 jours de congé. Un joueur de foot comme Cristiano Ronaldo, vous pouvez lui poser la question, il n'a pas beaucoup de jours de congé, il a 2 semaines par an, c'est sûr et certain. Le reste du temps, c'est des shootings, ça a l'air joli, mais c'est épuisant. Et donc, peu importe sa réalité, je crois que tout le monde court après le temps, en fait. C'est vrai. Est-ce que tu crois justement qu'on confond parfois le luxe avec la prétention, la réussite ou l'égoïsme même ? Oui. Oui, après, parfois, on accède aussi à des différents niveaux. Et c'est comme dans le sport, de nouveau, je trouve que c'est une belle métaphore, toujours le sport. J'adore la métaphore du sport pour expliquer plein de choses. Mais quand on devient une vedette, si on est mal encadré, si on n'a pas l'éducation, c'est là où justement on n'arrive pas à certains moments où on se perd. Et c'est pas si méchant que ça d'être un peu égoïste. Enfin, égoïste pour son bien. Je pense aussi que parfois, effectivement, on a travaillé dur pour se permettre certaines choses. Exactement. Je pense que le plus important, c'est pas de se perdre, mais je trouve que c'est légitime d'avoir travaillé dur et d'être récompensé. Tout à fait. Et si on part de notre côté, de l'autre aspect en tant qu'influenceur, en tant qu'homme, dans cet univers de luxe, est-ce que tu crois que c'est encore bien vu aujourd'hui pour un homme, justement, parce qu'on sait qu'il y a plus de femmes peut-être qui ont ce rôle. Comment toi tu le vis ? Alors j'ai mis ce rôle vraiment de côté. Ce qui est, c'est qu'il y a des petites choses encore qui se passent sans être demandeur spécialement. C'est peut-être un peu parce que bon voilà, il y avait une présence assez forte à l'époque de ma part dans cet environnement, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment dû mettre de côté. C'est vrai qu'à 45 ans, je vois les choses différemment. Après, je suis moi-même influencé par les réseaux, je reste au courant, j'ai encore certains réflexes. Parfois, je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? C'est vrai que ça a été une manière de vivre, c'était un lifestyle, comme on dit. Je vois vraiment les choses différemment. Et puis, même dans la manière dont j'aborde tout ça, je m'expose un peu moins, même si je continue à poster des choses. Mais je pense que l'essentiel n'est pas spécialement là, mais malheureusement, on ne sait plus vraiment faire sans si on a des choses à vendre. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu penses qu'il y a une frontière entre juste inspirer, mais aussi provoquer par influencer les gens ? Moi, je me suis toujours mis des limites, en tout cas. Voilà. Mais c'est important. La provocation, je la vois chez les autres, mais est-ce qu'elle est la même pour moi que ce qu'elle est pour les autres ? Il y a des choses qui me choquent, qui choqueront pas d'autres. Donc, Et tu trouves qu'il y a beaucoup de provocations justement par les réseaux sociaux justement ? Est-ce que d'autres ils ont... Oui, mais bon, après voilà, on peut choisir quand même aussi son contenu. Et c'est peut-être la bonne chose des réseaux sociaux, c'est que quelque part les algorithmes parfois sont quand même assez bien faits. C'est-à-dire que moi, on me référence que ce que je veux vraiment aller chercher en fait. Et c'est pas spécialement lié à ce que je projette. Oui, tout à fait. Si on retourne à l'aviation privée qui est souvent justement pointée du doigt dans les débats écologiques, comment tu accueilles cette réalité ? Très bien. Très bien, c'est-à-dire que le monde il est constamment en mouvement. On est très fiers aujourd'hui, pas seulement chez Jetfly, dans le milieu de l'aviation tout court, d'aborder cette 4e révolution de l'aviation, qui est la décarbonisation de l'aviation. On fait des choses vraiment concrètes à ce niveau-là. L'aviation, je crois que juste en Europe, ça représente quand même 197 000 emplois directs. C'est énorme.
Ouais. On parle quand même de plusieurs milliards de valeurs ajoutées nettes dans l'économie européenne. Et en fait, on ne peut pas comme ça, du jour au lendemain, balayer ça d'un revers. Je veux dire, on parlait du temps, mais ce qui a fait rêver longtemps l'homme, c'est de voler. Tous, on a rêvé de voler. Je pense qu'on a tous fait ce rêve d'être Superman, de voler, d'avoir ce don de voler. Oh, j'en fais encore souvent. Ouais, ben voilà. Et voler, c'est quelque chose de génial en soi. Alors après, est-ce que la situation actuelle est la plus adaptée? Non, mais on fait vraiment des choses concrètes à ce niveau-là. On arrive à réduire aujourd'hui 40% de nos émissions de CO2. Okay. Et alors dernièrement, si je peux juste dire ça, parce Bien que sûr. c'est important que les gens le sachent, mais c'est Bien vrai que sûr. je crois que c'est plutôt un milieu qui est décrié justement de par la nature des gens qui consomment. Donc la jalousie, c'est-à-dire qu'on voit l'homme d'affaires seul dans son avion, qui pollue. Alors qu'au bout du compte, les chiffres du GIEC démontrent que, si on prend l'aviation globale, commerciale, privée, le fret, tout, ça ne représente que 2% des émissions de CO2 mondiales. Ah oui. Et si on répercute ça aujourd'hui à l'Europe, on est à 2% de ces 2%. Okay. Donc on est à presque rien, et puis on ramène ça à Jetfly aussi. Donc je crois que le plus important, c'est de faire, d'être dans l'action et de proposer des choses. On offre les vols à vide par exemple, et donc on a ce programme SAF aujourd'hui qui nous permet de diminuer de 40% les émissions de CO2. Et si demain on pouvait investir dans l'électrique, on le ferait. Okay. C'est parce que c'est pas un business model qui est viable pour le moment sur un business économique comme Jetfly, parce qu'on a 450 clients, on ne pourrait plus les emmener aussi loin que là où ils voudraient aller. Mais si demain il y avait un avion qui remplit la mission, et ça existe, il y a des avions électriques, il y a des avions à l'hydrogène, mais il faut les homologuer, les certifier. Je veux dire, c'est un milieu où la sécurité est très très importante. Si demain il y a un avion qui remplit cette mission, et ça arrivera, on sera les premiers à investir dedans. Ok, très bien. Est-ce que tu vis parfois un sort de conflit intérieur entre ton métier et les enjeux climatiques actuels ou pas? Bon, en toute franchise, quand j'ai débuté, c'est ce qui m'a fait basculer dans l'aviation, c'était le fait de savoir qu'on faisait des choses concrètes. Sinon, de la manière la plus franche possible, j'étais assez hésitant en y allant. J'ai des enfants aussi, donc... C'est ça. Ouais. Parce que pour toi, l'idéal, ça sera aussi du coup concilier le luxe avec la conscience écologique, concilier les deux. Ouais, mais de toute façon, la conscience... Par des actions concrètes, justement. C'est ça, mais ça, c'est même à titre personnel, c'est des choses qu'on fait. On peut encore tous s'améliorer. Je pense que de toute façon, en Europe, déjà, on est le bon élève au niveau mondial, au niveau de l'écologie. On ne peut pas tout le temps non plus... on aimerait faire mieux, mais... on voit quand même qu'il y a de la progression au niveau de la mobilité, au niveau de ce qu'on fait au niveau de l'électrique, même si de nouveau on peut remettre ça en question, les batteries, lithium, c'est ça, c'est un peu sans fin. Oui, on peut faire tout ce qu'on peut faire à notre niveau. Moi je pense à des cas simples à mon niveau, mais au niveau des autres gens aussi, mais simplement à chaque fois quand je prends un avion, après je pense peut-être que ce que je peux faire, j'ai pris l'avion, je suis partie en vacances, mais pour ma conscience et la conscience écologique, je vais aller planter un arbre, je vais aller faire quelque chose. Ou même il y a des gens qui se sont mis au vélo aujourd'hui, et ils sont plusieurs milliers. On le voit aujourd'hui à Bruxelles, ça a changé, et le plus important de nouveau, c'est d'être dans le mouvement en fait. C'est pas tout le temps bien sûr que si on pointe du doigt, il n'y a pas de changement. C'est ça. Mais il ne faut pas tout le temps non plus prendre son fouet et se flageller, parce qu'on ne peut pas non plus tout changer du jour au lendemain. Ce serait joli, ce serait beau et ce serait super. Mais malheureusement, il faut aussi un peu laisser la chance au temps. On a besoin de temps pour changer les choses. Oui, et je le pense vraiment que parfois, c'est même les gens qui vont critiquer les autres qui font moins que ceux qui font exactement, qui sont critiqués. Mais tout simplement parce que parfois, on n'a pas vraiment... en tout cas, pas tout le monde ont vraiment le besoin de montrer ou d'expliquer, de dire ce qu'ils font, tu vois, pour la conscience. Mais c'est ça, et en fait... Tu le fais par ta conscience. Je respecte plus les gens qui sont dans l'action. C'est ça. Dans le sens où, par exemple, voilà, j'ai des responsables, enfin en tout cas mes patrons, les gens qui sont à la tête de Jetfly sont des gens extraordinaires. On est dans un bâtiment zéro émission qui vient de sortir de terre sur les pistes du Luxembourg. Zéro déchet, zéro émission. Donc on fait vraiment des choses concrètes. On peut toujours proposer des choses, mais en tout cas allez, à nouveau, et oser me répéter, je pense que le plus important c'est d'aller dans le bon sens. Comment tu vois l'évolution justement de ce métier dans les années à venir?
Un peu comme tous les métiers. Je pense qu'avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, il faudra compter là-dessus. Ouais. Je sais pas. Alors dans mes rêves les plus négatifs, on volera sans pilote peut-être. Mais je pense qu'il faudra toujours de l'humain. Les normes de sécurité sont tellement élevées que je pense que c'est pas pour demain. Mais voilà, l'intelligence artificielle aussi, est-ce qu'elle aura toujours sa place? Je sais pas. Mais il y aura toujours besoin des humains derrière. Je suis devenu avec le temps quelqu'un de beaucoup plus pessimiste que ça, ouais. Je l'ai pas toujours été. Ok. Souvent on dit qu'avec l'âge on devient plus optimiste. Ou pas? Ouais, je crois qu'avec l'âge on se rapproche un peu de la spiritualité. De la réalité en fait aussi. Ouais, mais aussi plus de la spiritualité. Oui, tout à fait. Voilà, on sait on prend conscience que voilà, on compte à l'envers, quoi. Ok. C'est quoi du coup, une question qui me vient maintenant, c'est quoi pour toi d'être une personne spirituelle? Moi j'ai toujours cru. Okay. Voilà. Alors si on peut appeler Dieu, les énergies ou n'importe quoi, alors on appelle comme on veut. Ouais, c'est ça. Okay. Mais oui, j'ai toujours cru. Ouais. Okay. Je suis croyant. Ok. Et si maintenant on pourrait avoir une baguette magique et se dire qu'on peut réinventer complètement le luxe, comment on le ferait? À quoi ressemblerait-il pour toi? Il est très bien comme ça. Je pense qu'on sait tous, on s'inspire tous de ce qui a été fait. C'est un éternel... Parce que ça a toujours existé. C'est oui. Pas... Oui, alors c'est marrant, j'avais été au Met à New York, j'avais vu, c'était des espèces de bagues de pieds comme ça, des capuchons pour les orteils d'un pharaon. Ok. C'était incroyable. Mais vraiment, quoi, c'était digne d'un grand designer aujourd'hui, couture, c'était fou, c'était beau, c'était élégant, il y avait déjà cette vision de la mode quelque part. Tout à fait. Ouais. Et je pense que ça a toujours existé. Donc je pense que le luxe le luxe, la création en fait, le service, tout ça a encore de beaux jours de... Est-ce que être au cœur d'un monde aussi privilégié que le tien, est-ce qu'il change-t-il la perception de l'humanité? Bizarrement, ce que je disais, c'est toujours un peu ces clichés, ces préjugés, ces a priori qu'on peut avoir. Je n'ai rencontré que des gens bienveillants dans le milieu dans lequel je travaille. Des gens à qui je dois vendre des parts d'avion qui coûtent des millions d'euros. Et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer sont bienveillantes, toutes. Je suis assez épaté, donc de nouveau, ça nous ramène un peu les pieds sur terre en se disant, j'étais agréablement surpris en fait, parce que c'est vrai qu'on a peut-être toujours tendance à juger les gens par l'apparence. Beaucoup, surtout de nos jours, justement avec Internet, avec toute l'exposition. Évidemment, est-ce que tu observes que dans nos modes de vie, justement maintenant, il y a nos excès, les contradictions, qu'il y a un peu trop de choses, il y a un peu un too much de tout. Oui, mais j'ai pas vraiment, en toute franchise, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. C'est compliqué, mais oui, je crois qu'il y a un peu... Et puis tout va vite surtout. Très vite. Ce qui multiplie les choses aussi. Ce qui multiplie les offres, les envies, les pensées. Et je crois que c'est ça un peu le côté négatif de la chose, quoi. Mais j'ai pas vraiment beaucoup... je suis pris là-dedans, un peu comme tout le monde, je crois. Et tu penses que quelqu'un... on va dire, peu importe le domaine exactement de sa vie professionnellement, mais qui peut se perdre justement parce qu'il y a un peu de trop, et que quand il y a un peu trop d'informations, trop de choix, donc du coup on ne sait plus exactement ni qui on est ou qu'est-ce qu'on veut vraiment avoir dans la vie, donc on se sent un peu perdu. Oui. Mais ça reste... est-ce que tu penses que ça reste notre responsabilité de sortir de là ou de choisir après, correctement? quand on devient parent, ça change aussi un peu notre perception du monde, des choses, des gens, de tout. On voit plus trop les choses de la vie de la même manière. C'est beau d'être parent. Donc j'invite tout le monde à être parent. Moi j'ai fait ça sur le tard, je me demande comment j'ai pas fait ça plus tôt. Mais c'est vrai que
Voilà, et pour être sérieux 30 secondes, c'est vrai que moi personnellement ça m'a changé, ça m'a beaucoup adouci, ça me permet quand c'est négatif de ramener toujours ça au positif, ou quand ça va pas, c'est un moteur en fait. Mais ça c'est ce qui moi me drive. Après je sais pas, je suis personne que pour donner les meilleurs conseils, mais c'est vrai que moi ça m'a beaucoup aidé. Et est-ce que tu penses que justement, je pense que tu as un peu répondu déjà à la question, mais est-ce que ce mieux justement t'a rendu un peu plus humble, un peu plus lucide? Ouais, clairement. Oui. Après de nouveau, comme je disais, on tend toujours à juger les gens par l'apparence, donc est-ce que je parais? Ah oui, mais ça t'appartient pas. Mais je crois que si les gens viennent à ma rencontre... Ouais. Si tu dis que tu es entouré des gens bienveillants, je pense que tu incarnes alors très bien et tu restes très authentique, parce que je trouve que encore une fois, notre entourage, c'est notre miroir, de voir comment nous, on est, quand notre entourage est sain, bienveillant et qu'il te voit comme tu es. Ça veut dire que tu es bien dans ta peau et que tu es assez mature de montrer ce qu'on veut. Parce que, par exemple, à 16 ans, 20 ans, c'est un peu difficile de se connaître, de savoir ce qu'on veut, donc on a beaucoup de masques. Non, mais c'est vrai. Je me dis souvent, je me dis, mais c'est marrant, quoi. J'aimerais bien avoir 20 ans aujourd'hui, mais avec toute l'expérience. Ah oui. Il nous faudrait presque Moi toujours aussi. 2 vies. La deuxième, on saurait comment peut-être Exactement. mieux se comporter, mieux... C'est ça. Sans changer quoi que ce soit, naître dans la même famille. Et c'est pas une question d'avoir des facilités, mais c'est... Revivre, mais avec la maturité d'aujourd'hui. Ouais, être moins stressé par rapport à certaines choses, se rendre compte qu'en fait, on dépense beaucoup d'énergie sur des choses qui en valent pas vraiment la peine. Donc, moi, aujourd'hui, je suis plus... j'essaye, en tout cas, je dis bien j'essaye, d'être plus en recherche de sagesse, en fait. Ouais. On essaie de tendre vers la sagesse. Je suis pas très vieux, mais je suis très old school, donc des valeurs assez anciennes, quoi. Chacun avec ses valeurs, et c'est très bien. Il faut rester fidèle à ses valeurs, ça c'est sûr. Parce que dans un monde comme celui d'aujourd'hui, c'est facile de se laisser influencer justement par d'autres types d'autres valeurs ou d'autres modes de vie. Et donc je pense que c'est important de rester connecté à soi. Quel est ton plus grand défi personnel au-delà de ta carrière aujourd'hui? Je sais pas si ça va être original, mais si je peux déjà être un bon père, voilà. Piloter un avion? Piloter un avion, ce serait dans les idées que j'aimerais bien mettre en branle dans le courant de l'année prochaine. C'est important, mais oui, ce serait génial. Et si ta fille, elle voudra piloter un avion un jour? Je l'encouragerais, vraiment. C'est un très très beau métier. Je crois qu'il y a beaucoup de beaux métiers. Et si j'avais qu'une chose à dire, et c'est ce que je souhaite à beaucoup de gens, je crois que le plus dur au quotidien, même si on travaille dans le luxe, c'est d'être prisonnier d'un métier qu'on n'aime pas, en fait. Même si on est même si on a des moyens, même si on est dans des métiers qui génèrent de l'argent, je crois que c'est difficile de faire un métier qu'on n'aime pas. Je crois que c'est ça qui rend les gens un peu tristes. C'est quand même, ça nous drive 8 heures par jour dans la journée, parce qu'on passe un tiers de sa vie à dormir aussi. Donc si on doit passer il y a des gens qui font de la politique, ils sont peut-être prisonniers, ils ne savent plus faire que ça. Ils sont devenus la caricature d'eux-mêmes, ils ont du mal à sortir de leur zone de confort, et c'est très courageux. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui sortent de leur zone de confort, parce que moi ça me fait peur souvent, et je vois qu'il y a des gens comme ça qui... Donc, non, ça me touche, parce que je pense à des personnes, vraiment des cas précis, même moi je trouve que toute ma vie j'ai essayé de sortir de ma zone de confort, mais très très doucement. Et là, vraiment, après un certain âge, après être devenue maman aussi, je me dis, ok, ça y est, maintenant il est temps. Tout ce confort, c'est ok, c'est bien, mais c'est dans l'inconfort qu'on trouve après le confort. Après, il faut aussi, je pense qu'on est dans une bonne énergie. Oui. Je crois qu'il faut aussi parfois se faire confiance à la vie aussi. Oui. C'est pas toujours nécessaire de courir après des nouvelles choses pour trouver le bonheur, parce que si on déplace le problème, même au niveau géographique, c'est pas ce qui va faire qu'on va régler le problème. Mais je pense que parfois il faut aussi un peu tout simplement faire confiance à la vie, quoi. Mais il faut se donner les moyens d'être un peu positif, et je me donne un peu plus les moyens d'être positif, quoi. J'ai pas toujours été très positif. Et pour terminer, comment tu peux redéfinir le mot justement réussite? Comme je le disais, si on peut se regarder dans un miroir, je pense qu'on a réussi être sa bien vie. avec soi,
On a tous des choses qu'on fait plus ou moins bien, des choses qu'on se reproche à soi-même. Oui, c'est la vie de tout le monde en fait. J'ai du mal à croire que les gens font tout parfaitement. Non. Mais c'est pas le but non plus. C'est ça la vie, c'est avec des hauts, des bas, même moi, si on se regarde dans le miroir, c'est voir tous les côtés et être toujours OK avec soi. Et si on arrive à se regarder dans un miroir et qu'on est toujours OK avec soi, je parle pas d'avoir dit quelque chose de mal à quelqu'un, mais je parle vraiment de l'intégrité. Voilà, moi, c'est ce qui m'importe. Après, je dis souvent que les autres ne payent pas mon loyer, quoi. Donc, je fais avant tout les choses pour moi et n'en déplaise à certains. Je dois être plutôt en phase avec moi-même. C'est tout ce qui m'importe et que les gens qui m'entourent soient aussi en phase avec ça. Super. On est arrivé à la fin. Je voudrais te remercier pour... Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, une autre question? Non, c'est très bien. Je te souhaite en tout cas beaucoup de succès. C'était très plaisant. Et surtout, c'était le choix des questions. Ça a été mon métier très longtemps. Merci beaucoup. Donc c'est chouette. C'était vraiment très chouette. Merci beaucoup. Et vraiment, l'idée principale de ce podcast, c'est vraiment de rencontrer des gens dans différents milieux et voir vraiment leur côté authentique. Et voilà, s'ils sont là pour partager leur histoire, c'est encore mieux. Et on est très, très, très ravis de faire connaissance avec plein de gens. Merci. Merci beaucoup. Le luxe, peut-être, c'est ne pas d'avoir plus. C'est de savoir pourquoi on fait ce que l'on fait. Et de oser regarder ces contradictions en face. Si cet épisode t'a touché, n'hésite pas à partager et surtout à nous en parler en commentaire.